La bataille est-elle déjà perdue contre le narco-banditisme ? 4 véhicules de police ont été brûlés devant le commissariat de Cavaillon dans la nuit de mardi à mercredi. Pas de blessés, heureusement. Mais l'attaque est arrivée quelques jours après le début d'une opération antidrogue dans la ville, des intimidations, des représailles. La France est-elle en train de devenir le Mexique, en tout cas d'une forme de mexicanisation de la société ? Le procureur de la République de Marseille, Nicolas Besson, parlait de 128 points de deal dans la cité phocéenne, 2000 personnes mises en examen pour narcotrafic ou narco-homicide. L'État ne se laissera pas intimider, a déclaré le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Mais que veut-il faire face à un système qui est gangréné par la corruption ? On va être avec Frédéric Ploquin dans une seconde, qui est journaliste, auteur du livre Confession d'un patriote corse des services secrets au FLNC aux éditions Fayard. Mais je vous propose peut-être d'écouter Étienne Blanc, sénateur LR, rapporteur de la commission d'enquête sénatoriale sur le narcotrafic. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du narcotrafic en France est supérieur à 6 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on s'approche du montant du budget de la justice. Et c'est 240 000 personnes qui travaillent dans cette entreprise avec toute sa diversité et l'acquisition des produits, le transport, le blanchiment et puis la violence. Et la violence, c'est le deuxième aspect très particulier de la dérive de ce dossier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette violence, elle est complètement débridée. On brûle vif un adolescent, on démembre un cadavre pour envoyer les membres à sa famille. Ce qui est terriblement inquiétant, c'est que l'État a laissé faire, oui, par faiblesse, par complaisance, peut-être aussi parce que culturellement, finalement, fumer un pétard ou faire une raille de cocaïne, c'est peut-être pas si grave que ça. Le résultat aujourd'hui, il est là. Oui. C'est qu'on a affaire à une entreprise qui est en train de submerger la France. C'est une antienne qu'on entend sur nombre de sujets. On a laissé faire, on ne s'est pas battu, etc., etc. Bruno Bartosetti, représentant du syndicat de police unité, il était avec nous hier sur Europe 1. Il y a ce sentiment d'impunité à l'endroit de ces voyous. Mais si on ne réagit pas aujourd'hui, la France deviendra le Mexique dans une dizaine d'années encore, je suis optimiste. Et puis vous avez appris à connaître son nom, c'est Nicolas Besson, c'est le procureur de la République de Marseille, il était hier soir sur France 2. Il faut être clair, la bataille est perdue, sans stigmatiser la profession. Avec l'administration pénitentiaire, on sait que drogue, téléphone mobile rentrent tout à fait facilement. On commence, parce que les moyens de ces réseaux criminels sont infinis, à avoir de plus en plus, et Madame Faure l'a indiqué, de problématiques de corruption de fonctionnaires de police. Alors, je vous ai dit que c'était hier soir, c'était pas hier soir, c'est une déclaration assez célèbre d'ailleurs qui avait été dite devant une commission d'enquête et Monsieur Besson s'était fait rattraper par la patrouille, si j'ose dire, par le garde des Sceaux de l'époque qui était Monsieur Dupond-Moretti. Mais ces phrases de Nicolas Besson qui expliquent que la bataille est perdue étaient terribles. Didier Migaud, lui, le nouveau ministre de la Justice, il était ce matin sur BFM. La justice des mineurs ne peut pas être la justice des majeurs. C'est un principe constitutionnel, c'est même un principe qui est reconnu dans des conventions internationales, dans des traités internationaux. Et puis Nicolas Besson qui avait déjà pris la parole, bien sûr, procureur de la République en mars dernier. La mexicanisation, la corruption, je vous propose de l'écouter à nouveau. Et là, il y a une vraie mexicanisation, une vraie inquiétude. Nous avons eu un assassinat et une tentative d'assassinat il y a une dizaine de jours. Il faudrait qu'on ait des prisons de haute sécurité comme ça existe dans d'autres pays, parce que sinon, à l'État, on est un petit peu dépassé. Tout ça est évident. Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être grand clair pour savoir qu'il faut des prisons de haute sécurité, des prisons où le personnel pénitentiaire ne puisse pas, d'une certaine manière, être en contact. Et c'est possible aujourd'hui avec les prisonniers. Sans doute que ces prisonniers ne soient pas dans un endroit comme à Marseille, mais trouver d'autres territoires. Est-ce en France métropolitaine, est-ce ailleurs, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est certain qu'il faut changer sans doute beaucoup de choses. Alors que faut-il faire maintenant ? Je vous le disais, la question cette fois elle est posée à Nicolas Besson et on l'écoute. C'est une cour d'assises spécialement composée pour juger les crimes commis par les narcotrafiquants. Et la triste actualité récente le démontre, c'est un régime pénitentiaire adapté. Ils sont inondés par le nombre de téléphones portables, par tout ce qui rentre en détention. Et donc il faut, à notre sens, un régime pénitentiaire particulier pour ce type de profil, pour qu'à minima, ils ne continuent pas à commanditer des assassinats ou à gérer leur point de deal depuis l'intérieur de la détention.
Mais ça s'entend là encore. Si c'est une guerre qu'il faut mener, il faut des moyens particuliers pour mener cette guerre. Et moi, je fais plutôt confiance aux professionnels. Et Monsieur Nicolas Besson en est un. Alors, c'est vrai que la parole de magistrats ces derniers temps, vous les avez sans doute entendus, avait surpris dans l'espace public. Souvenez-vous, par exemple, ce que disait Isabelle Couder, toujours devant cette fameuse commission d'enquête. C'était au mois de mars. Une nouvelle fois, elle est vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille. Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille. Et puis, il y avait Laure Bécuot, qui elle est procureure de Paris, et ce qu'elle disait en décembre dernier sur la corruption. J'ai le souvenir d'un dossier où c'était un agent municipal qui avait été corrompu pour laisser les locaux municipaux à disposition des trafiquants pour y entreposer leurs produits, pensant qu'on n'irait jamais chercher là. Tout ça n'est pas un tableau très joyeux, monsieur Frédéric Ploquin. Bonjour. Bonjour, joyeux, non. Tout ce qu'on vient d'entendre. Mais ce qui est joyeux, alors on se dit, si vraiment on se donnait les moyens, mais comme on est tellement habitué à ce que la France ne se donne pas les moyens, et qu'elle laisse faire, et que chaque année c'est de pire en pire. Je crois que les chiffres de la délinquance, chaque année depuis les 7 ans d'Emmanuel Macron, ils sont de pire en pire. Les homicides ne font qu'augmenter. Alors on va en parler avec vous, parce qu'il est 11h26, après la pause et après le rappel des titres d'Émilie des narcotrafiquants. On est avec Frédéric Ploquin, et c'est vrai qu'on a écouté notamment Nicolas Besson, le procureur de la République de Marseille, qui nous inquiète sur la situation et qui réclamerait peut-être des moyens, des prisons nouvelles. Vous êtes journaliste, Frédéric Ploquin. Je rappelle votre livre « Confession d'un patriote corse des services secrets français au FLNC ». Il y a quelque chose qui revient pour la première fois dans l'espace médiatique, c'est cette idée de corruption possible. Et j'avais jamais entendu ces dernières années qu'on imagina des hommes politiques, pourquoi pas des magistrats, pourquoi pas des membres de la pénitentiaire, pourquoi pas des policiers, qu'ils soient corrompus. Et je ne l'imagine pas toujours. En tout cas, je ne veux même pas imaginer cela. Je ne veux pas imaginer qu'un magistrat soit corrompu. Mais est-ce qu'il y a un risque pour la France d'aujourd'hui ? Écoutez, on n'est plus dans l'imagination, là, on est dans les faits. Moi, ce sont des faits que je constate déjà sur le territoire français depuis une dizaine d'années. Moi, je voudrais rappeler quand même que la drogue, c'est d'abord une masse financière énorme, que la drogue ne prospère que par le chaos, partout où elle passe, que ce soit dans les capitales africaines d'Afrique de l'Ouest où elle transite, que ce soit dans les pays de production, que ce soit dans les zones de distribution. La drogue aime le chaos, la drogue se nourrit du chaos, la drogue prospère sur le chaos. Et les trafiquants de stupéfiants n'aiment rien moins que le désordre, justement, parce que c'est là-dessus qu'ils s'installent et qu'ils installent leur contre-société, leur contre-ordre. Donc la corruption, c'est une arme qui est utilisée par les trafiquants de stupéfiants depuis toujours, en réalité. On n'aurait jamais eu la French Connection en France si les marins corses à Marseille n'avaient pas collaboré avec les exportateurs de l'héroïne qui partaient vers les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est pareil, si vous voulez que ce soit... Et c'est à tous les niveaux. Ce qui est important à comprendre, c'est que la corruption, elle est d'abord de très très basse intensité. C'est-à-dire que ça commence localement... par un docker dans un port, parce qu'il faut bien faire rentrer le produit. Ça se poursuit ensuite par un élu localement sur lequel on va essayer de s'appuyer, qui va préférer peut-être à un moment donné traiter avec des trafiquants de stupéfiants plutôt que d'avoir une ville à feu et à sang, parce qu'en fait c'est ça le deal. Et ça date pas d'aujourd'hui. Moi j'ai constaté, ça fait 40 ans, Pascal, que je travaille sur ces sujets. Et ce que je vous décris, je l'ai constaté il y a 30 ans, 20 ans. Oui, mais il n'y a pas eu en Seine-Saint-Denis. Mais j'ai pas souvenir d'un élu condamné pour corruption de ce type. Alors moi oui. Il y a eu à Marseille des faits importants dans un arrondissement de Marseille, condamnation d'une élue de la République qui avait déversé des fonds sur des associations qui en échange, évidemment c'était pas mis sur la table comme ça, mais ces associations assuraient la paix et la sécurité dans le quartier où le deal prospérait. Et j'ai travaillé sur l'histoire dont vous parlez tout à l'heure en Seine-Saint-Denis, dont on parlait de la procureure. C'était à Saint-Denis même, et là c'était en gros le garage de la municipalité qui était utilisé par un puissant trafiquant de stupéfiants, de cocaïne à l'époque, qui était installé dans le 93 et qui dissimulait ses produits dans ce garage. Mais des affaires comme ça, j'en ai connu plusieurs en Seine-Saint-Denis, en région parisienne.
Il y a eu récemment encore en Seine-Maritime aussi une affaire intéressante de ce type-là. En fait, c'est très difficile pour les élus locaux qui sont très isolés et très loin, parfois, de résister aux coups de pression. Ils fonctionnent aux coups de pression. Vous savez, les trafiquants de stupéfiants, ce sont des voyous. Et donc, les coups de pression, c'est assez complexe quand vous êtes un petit élu local comme ça, de résister. Et parfois, simplement pour survivre, pour pas vivre trop dans la peur, vous allez faire une petite concession. Et si vous leur donnez un tout petit bout de quelque chose, je peux vous assurer qu'ils vont vous manger le bras. Frédéric, avant de changer de sujet, parce que l'actualité nous réclame à Grenoble, est-ce qu'il y a un pays au monde qui a été efficace pour lutter contre le narcotrafic et qui a éradiqué ce phénomène? C'est ce que je me suis dit tout à l'heure quand je vous ai entendu dire Emmanuel Macron depuis tant d'années. J'avais envie de vous répondre. La criminalité organisée, c'est un phénomène mondial et non pas français. Et c'est un phénomène que aucun pays au monde, pour l'instant, n'arrive à contrôler totalement. Que ce soit l'Italie, on prend aux mafias. La mafia italienne, elle est combattue par tous les moyens. Il y a des repentis, il y a tout ce que vous voulez. Mais elle existe encore. La mafia russe, je vous en parle même pas. La mafia russe, elle a des antennes partout en Europe. Elle est extrêmement puissante. La mafia chinoise est puissante. La mafia albanaise, je vous en parle même pas. Tous ces phénomènes-là font qu'on a quand même des États de toutes sortes qui utilisent toutes sortes de méthodes. C'est pas seulement des pays démocratiques, même des pays non démocratiques qui n'arrivent pas. Non seulement ils n'arrivent pas, mais ils finissent même par, on va dire, collaborer avec ces mafias parce que ça génère tellement de chiffres d'affaires que. Donc il n'y a pas d'un pays qui a. C'est très rassurant ce que vous nous dites. Non, c'est qu'en fait l'économie officielle, surtout en période de crise. Qu'est-ce qu'il faut faire, Frédéric ? Une crise. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous voulez, il faudrait supprimer la drogue. Mais pour supprimer la drogue, j'ai l'impression que la drogue est consubstantielle de la vie du citoyen contemporain dans tous les pays du monde. Ça, vous pouvez vous interroger. Frédéric, je fais juste une parenthèse. Ouais. Alors, nous étions tout à l'heure avec Frédéric Ploquin. Je le remercie d'ailleurs parce qu'on a écourté l'interview que nous faisions ensemble sur le narcotrafiquant, sur les narcotrafiquants, mais je pense que nous sommes avec une auditrice. Et quelle est cette auditrice ? C'est Karima Méziem, avocate et porte-parole du collectif des familles de victimes sur Marseille, Pascal. Eh bien, vous avez fait une présentation parfaite. Karima, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. On est un peu inquiet parce qu'on a le sentiment qu'on est démunis. Et on se dit, qu'est-ce qu'on doit faire avec ce narcotrafic qui commence, cette corruption possible, cette mexicanisation en marche ? Est-ce que vous êtes aussi inquiète que nous ? Bien évidemment, nous, ça fait un petit moment qu'on s'inquiète puisqu'on voit décliner la situation de manière dramatique sur Marseille. Et effectivement, les familles au sein du collectif sont toujours plus inquiets de voir qu'il y a toujours plus de victimes, qu'elles se rajeunissent parce qu'elles sont toujours plus jeunes, qu'il y a toujours plus de jeunes impliqués dans le trafic de stupéfiants. Et puis on voit que en fait, c'est une course contre la montre et que cette course contre la montre, en fait, on est en train de la perdre tout simplement parce que les narcobandits utilisent des méthodes et des technologies modernes et on a toujours un cran de retard sur eux, en fait. Alors, on a un temps de retard sur eux parce qu'on manque de moyens. Il faudrait investir lourdement dans la police, dans le renseignement, peut-être dans la pénitentiaire également, c'est ce que disait Monsieur Besson, avec des prisons adaptées. Mais il n'y a plus d'argent, Karima. On le voit bien, il n'y a plus d'argent. Donc ça renforce encore l'inquiétude. Mais bien évidemment, puisque en fait, eux amassent des sommes colossales et ils ont beaucoup plus de moyens qu'en a l'État. Faut arrêter d'être hypocrite à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je pose la question de savoir s'il fallait pas entrer sur un débat plus large qui est celui de la légalisation du cannabis ou pas, parce que ça peut peut-être permettre de rentrer des moyens financiers pour l'État qui permettraient peut-être de compenser. Oui, mais si c'est pas, vous savez, si on légalise le cannabis, on trouvera une autre drogue. Mais bien évidemment, ce trafic existera toujours. Donc ça n'endiguera pas le trafic, mais en fait, comme on est face à un État où on a des restrictions budgétaires aujourd'hui, on va voter un budget, alors qu'on est au niveau du ministère de la Justice, on est le moins bien doté que l'Europe, au niveau en nombre de juges.
qu'on avait un garde des Sceaux qui avait essayé de redresser la barre et ça restait encore insuffisant. Aujourd'hui, on sait que notre nouveau ministre de la Justice essaye de se battre pour avoir un budget adéquat, pour avoir un nombre de magistrats suffisant. C'est pareil au niveau de la police judiciaire. On a une réforme qui fait qu'on engage nos policiers de la police judiciaire sur d'autres affaires, alors qu'il y a une lutte contre le narcobanditisme qui doit se mettre en place. Et donc, on manque de moyens. Donc, à un moment donné, se pose la question, où va-t-on trouver l'argent pour lutter contre ce narcobanditisme? Parce que eux, les narcobandits, par contre, amoncellent des sommes colossales et ils ont une logistique et une organisation qui fait peur. On parle de 6 milliards de chiffre d'affaires, c'est le budget de la justice en France. Karima Mezienne est avec nous, elle est avocate, elle est porte-parole des victimes de Marseille. En quoi consiste votre activité ? Écoutez, au sein du collectif, en fait, on essaye de se rapprocher des familles de victimes. Au début de l'affaire, lorsqu'elles sont informées qu'en fait elles ont perdu un proche, pour leur apporter toute la logistique et le soutien psychologique et dont elles ont besoin, parce qu'en fait elles sont confrontées au choc de ça, à la peur en fait, parce que souvent elles ne comprennent pas. C'est des familles qui se retrouvent mêlées à des histoires de narcobandie alors qu'elles s'y attendaient pas forcément. On a des mères de famille qui n'étaient même pas informées que leur enfant était impliqué là-dedans. Et parfois des enfants de 14 ans. Je crois que vous connaissez des parents dont les enfants sont impliqués dans le trafic. Ces enfants ont 14 ans et les parents ne sont pas au courant. En fait, soit les parents ne sont pas au courant parce qu'ils ont été recrutés via les réseaux et donc il y a des parents qui découvrent ça de manière assez stupéfiante, qu'ils essayent de les faire sortir mais c'est déjà trop tard parce qu'ils se font eux-mêmes menacer. En leur disant qu'ils ne doivent pas intervenir, que c'est les narcobandits qui décident un peu de ce qu'ils veulent pour leurs propres enfants. Soit on a des familles aussi du Nord qui découvrent que leur enfant a fugué et qu'il est sur Marseille en train de vendre du produit stupéfiant, des jeunes mineurs qui ont été embrigadés, recrutés. Donc les parents les recherchent partout et ils découvrent ça. Et on a même des mères de famille pour qui l'enfant était parti dans le sud travailler dans un restaurant et puis elle découvre qu'elle est informée qu'il a été assassiné sur un point de deal. Donc vous voyez, c'est pas forcément que... Parce que souvent on jette la propre sur les parents en leur disant qu'il y a un problème au niveau de l'éducation ou autre. Je l'entends, je pense qu'il y a peut-être parfois un problème au niveau de l'éducation de certains parents, mais que je veux dire que c'est un problème de société. Tous les parents ne sont pas des missionnaires à ce niveau-là, bien au contraire, et qu'il y a aussi les narcobandits utilisent des méthodes de recrutement ou autres via les réseaux sociaux dont les parents ne sont même pas informés. En fait, ce qui manque aussi, c'est de la pédagogie et je dirais qu'en fait, au niveau de la prévention, il n'y en a pas. On devrait avertir les parents des pièges des réseaux sociaux au niveau du recrutement, aussi bien aussi dans les écoles, on devrait en parler parce que on le fait pas non plus et ça devient un vrai fléau. Je vous remercie grandement. Ce que vous nous dites n'est pas rassurant, bien sûr. Karima Mezienne, qui est porte-parole du collectif des victimes de Marseille et qui est avocate. Merci. Ce sera intéressant peut-être d'ailleurs d'écouter un jour une famille, effectivement, victime de ce narcotrafic à Marseille, pardonnez-moi. Il est 11h59. La pause, à tout de suite.